monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous donner mon avis sur mes 5 derniers livres lus. Donc au programme, dans cette vidéo, je vous dirai ce que j'ai pensé d'un livre que j'ai lu en anglais, c'est Second Chance Summer. Je vous parlerai du 4e et dernier tome de la série Phobos. Et puis on reviendra sur mes 3 lectures de vacances. Donc pendant mes vacances, j'ai lu Le Roi des Fauves, le tome 2 de la série historique Les Demoiselles de Spindle Cove et mon tout premier Virginie Grimaldi, puisque j'ai aussi lu pendant mes vacances le premier jour du reste de ma vie. Le premier livre dont je vous parle, c'est Second Chance Summer de Morgan Matson. C'est pas mon tout premier livre de l'auteur. Le tout premier livre que j'ai eu l'occasion de lire de cet auteur il y a quelques années de ça déjà, c'est Amy and Rogers Epic Detour, un livre qui je crois n'a pas été traduit en français, au contraire de celui-ci qui est l'un de ses plus connus, c'est L'été des secondes chances. Pourquoi est-ce que je me suis motivée à lire comme ça un livre en anglais alors que ça faisait belle lurette que ça ne m'était pas arrivé? J'en lis en moyenne peut-être un par an, donc ça va pas chercher bien loin. Mais il faut dire que je reprends le boulot en septembre. Pourquoi est-ce que je vous parle de mon boulot? C'est parce que dans mon boulot il y a pas mal d'anglais. Je suis amenée à répondre au téléphone en anglais, je suis amenée à rédiger des mails en anglais, à lire des mails en anglais un peu toute la journée si vous voulez. Et ça fait plus d'un an que j'ai arrêté de travailler, puisque j'ai arrêté de travailler en juin de l'année dernière. Et ça fait donc plus d'un an que je n'ai pas pratiqué cette langue. Et du coup, une langue, quand on ne la pratique pas, eh ben, on l'oublie vite. Et je me suis dit, tiens, lire un livre en anglais, ça me permettrait de voir si je n'ai pas tout oublié non plus, si il me reste encore des petites choses, des petites clés de compréhension. J'avais pas non plus envie de plonger dans un bouquin de fantasy en anglais parce que c'est quand même clairement beaucoup moins abordable que de lire un contemporain. Et de ce côté-là, voilà, j'ai été pleinement rassurée. J'ai lu ce livre en anglais comme je pourrais lire un livre en français, c'est-à-dire avec beaucoup de facilité, avec beaucoup de fluidité. De toute façon, si vous souhaitez débuter la lecture VO, je ne peux que vous recommander des livres de Morgan Matson, ils sont vraiment très très abordables. Je vais quand même vous parler de l'histoire. C'est une histoire assez triste puisque au début du récit on apprend que le papa de notre personnage principal a un cancer. Et c'est un cancer vraiment très très agressif. En réalité, il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Donc cet homme, il a en tout 3 enfants. Donc il a notre héroïne qui est une adolescente. Il a aussi un fils et une fille plus jeune que notre héroïne. Et il va prendre la décision avec sa femme d'aller passer en famille leurs dernières vacances dans leur résidence secondaire. S'il y a une chose que j'ai appréciée dans cette histoire, c'est que tout ne tourne pas non plus autour du cancer du pancréas du père de notre héroïne qui s'appelle Taylor. Parce que s'il y a quelque chose que je n'aime pas dans mes lectures, c'est voilà, lire des choses sur le thème de la maladie, de la mort, sont des choses qui me font vraiment très peur. Du coup j'ai été assez contente que l'auteur ne s'apesantisse pas trop non plus là-dessus. C'est pas un livre foncièrement triste, on n'a pas envie de sangloter à chaque page. C'est une lecture qui est douce et amère à la fois et on va suivre surtout le quotidien de Taylor qui retourne donc dans cette résidence secondaire et dans cette ville où elle a passé pas mal d'été mais des années plus tôt et ça fait longtemps qu'elle n'a pas remis les pieds en ville. Et elle va se rendre compte en revenant qu'elle s'est mise finalement pas mal de personnes à dos, notamment son ex-petite amie et son ancienne meilleure amie. J'ai beaucoup aimé les personnages de cette histoire, je trouve qu'ils sont vraiment tous adorables dans leur genre, dans leur style assez différents les uns des autres. Et même si le récit n'a rien de surprenant, même si d'emblée on se doute un petit peu de quelle manière est-ce qu'il va pouvoir se terminer, et bah ça ne m'a absolument pas dérangée et je l'ai vraiment apprécié d'un bout à l'autre, sans surprise donc, mais une lecture vraiment très agréable à laquelle j'ai mis la note de 4 sur 5. Alors la toute dernière lecture que j'ai faite avant de partir en vacances, ça a été le 4e et dernier tome de la série Phobos de Victor Dixon, sorti dans la collection R de Robert Laffont pour ce livre. J'ai tout simplement décidé de piocher dans ma petite pile à lire, vous savez, que j'avais confectionnée en début d'année sur ces fins de série, ces fins de trilogie que je possède déjà dans ma pile à lire et que j'avais ambitionné de terminer cette année. D'ailleurs, j'ai bien avancé puisque au moment où je vous en parle, il ne me reste plus que 2 livres dans cette pile à lire là. Donc je suis très satisfaite, nul doute que j'aurai largement le temps de les lire d'ici la fin de l'année.
Mais bref, ce livre, je voulais absolument le terminer avant de partir en vacances parce que comme vous le voyez, c'est une grosse brique et pendant mes vacances, je ne voulais emmener que des livres de poche. Je peux pas vous dire que ma lecture ait été particulièrement attrayante, fluide ou que sais-je, étant donné que je me suis ennuyée pas mal au cours de ma lecture et que j'ai vraiment eu des difficultés à en venir à bout. C'est une série de science-fiction que l'on ne présente plus. Mon appréciation a été un peu en dents de scie par rapport à cette série-là, c'est-à-dire qu'au départ, j'ai été très enthousiaste par ma lecture du premier tome que j'ai adoré. Le deuxième tome, je l'avais trouvé pas mal du tout, mais j'avais quelques bémols à émettre. Quant au troisième tome, j'avais vraiment trouvé que l'intrigue souffrait de problèmes de rythme, c'est-à-dire que toute la première partie m'avait semblé extrêmement lente, pas forcément très intéressante, et puis paf, brusquement Victor Dixon réussissait l'exploit de me remettre vraiment à fond dans son récit et d'adorer toute la seconde partie. Donc je me demandais un petit peu comment est-ce que mon avis allait évoluer par rapport à ce dernier tome, et je dois vous dire que voilà, ça n'a pas du tout été un franc succès pour moi. Ce livre, je lui ai mis la moyenne, je lui ai mis 2,5 sur 5. Je suis restée froide et assez impassible face aux événements qui se passent, face aux retournements de situation, face aux clés que l'on apprend, que l'on découvre sur le passé et sur la vie de nos personnages principaux et secondaires qu'on a suivis pendant tous ces tomes. Je pense que vraiment la série aurait gagné à avoir un tome de moins et à ce que l'intrigue soit davantage condensée. Là, je pense que j'aurais été tenue beaucoup plus en haleine. Maintenant, voilà, connaître le passé de Leonora, en savoir plus sur la menace liée à Serena, c'était pas très intéressant à mon sens. Le seul petit clin d'œil que j'ai noté et que j'ai apprécié, c'est que dans ce dernier tome, on n'a plus la chaîne Genesis qui filme H24 nos participants à cette télé-réalité. En revanche, ils ont ouvert chacun ou presque des chaînes sur YouTube et on lit les commentaires que les gens leur laissent sous leurs vidéos avec les pseudos de leurs abonnés. Et c'est assez rigolo parce que j'ai pu constater, et je n'ai certainement pas loupé, que l'auteur mettait dans ses commentaires des petits clins d'œil avec des pseudos relatifs aux personnages de ses autres histoires, de ses autres romans. Même lui-même, Victor Dixon, commente à un certain moment une vidéo. Voilà, j'ai trouvé le petit clin d'œil très sympathique. Voilà, au-delà de ça, j'ai bien peur de pas franchement avoir apprécié ce dernier tome à tel point que j'hésite fortement à acquérir son nouveau roman qui s'appelle Cogito. La couverture me tente énormément, mais après avoir lu les premiers avis, j'ai peur de me sentir là aussi assez déçue. Alors je passe aux livres qui m'ont accompagnée pendant mes vacances et j'ai commencé par lire Le Roi des Fauves d'Aurélie Wellenstein que j'ai dans sa version poche aux éditions Pocket. Alors pour rappel, ce livre je me l'étais procuré il y a plusieurs années de ça aux Imaginales et dans le même temps j'avais lu un livre de l'auteur qui s'appelle La mort du temps. Donc c'était en 2017 je crois. Ça a été une cruelle et amère déception. J'attendais énormément de cette lecture parce que j'avais vu de très très bons avis par rapport à son premier livre, donc Le Roi des Fauves, et puis par rapport au suivant, Les Loups Chantants je crois. Donc je m'étais dit que tout ce qu'elle faisait ça devait être extraordinaire et c'est vrai que La mort du temps m'a énormément déplu et ça a un peu refroidi mes ardeurs de lire Le Roi des Fauves et c'est la raison pour laquelle ce livre a traîné dans ma pile à lire depuis tout ce temps. J'étais plutôt satisfaite par cette lecture et plutôt soulagée d'être satisfaite. J'ai mis à ce livre la note de 3,5 sur 5, donc ça a vraiment été une bonne lecture. On est dans le registre de la fantaisie, on va suivre 3 jeunes gens, 2 garçons et une fille, qui vont être pris la main dans le sac à braconner sur les terres d'un jarl et leur punition a été assez terrible. Ils n'ont pas été condamnés à mort comme bon nombre de gens qui se sont fait avoir avant eux. Non, ils ont été condamnés à pire que ça, ils ont été condamnés à ingérer un parasite qui transforme les êtres humains en berserkers, une espèce d'hybride mi-homme, mi-bête. Quand on ingère ce parasite, on ne sait jamais en quel animal on va se changer, si on va être un ours ou une musaraigne, voilà. Mais bon, en général, c'est une sacrée machine de guerre, d'autant que les berserkers, ce sont des créatures absolument féroces qui ne contrôlent pas du tout leur rage. Et ils vont être exilés le temps de leur transformation qui dure 7 jours sur une terre où il n'y a que des personnes comme eux qui sont en attente que leur nature animale prenne leur dessus sur leur nature humaine. J'ai adoré la mythologie propre à l'auteur, je l'ai trouvée
très sombre certes, mais extrêmement intéressante, le mythe des berserkers, voilà, c'est passionnant. Ça m'a énormément plu, l'idée du parasite, l'idée de ne pas savoir en quel animal on se change, le fait de voir au fur et à mesure que les jours avancent l'humanité s'effacer pour laisser place à l'animalité la plus absolue, ça avait quelque chose d'assez oppressant. Le côté inéluctable de l'histoire, c'est vraiment très très effrayant. Et ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est le fait que ce récit n'a rien d'évident, il est très complexe et puis personnellement je me suis pas du tout attendue au retournement de situation qu'il y a eu. Par contre, la chose que je me suis dit en terminant ce récit, c'est que je ne pense pas m'acheter d'autres livres de l'auteur. Ça peut paraître paradoxal étant donné que j'ai bien aimé cette histoire, mais du coup j'ai pu me rendre compte après avoir lu 2 livres d'Aurélie Wallenstein qu'elle aime beaucoup écrire des récits de fantasy de type horrifique. Et c'est vraiment pas ce que je préfère lire parce que c'est ce genre de lecture qui me met profondément mal à l'aise. C'est très violent, très sanglant, très sombre. Je pense pas être le public ciblé par Aurélie Wallenstein pour lire ses livres. Du coup je pense, alors il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais en tout cas je vous le dis comme je le pense à l'instant T, mais voilà, je pense que ce sera à mon avis ma dernière lecture de cet auteur. Je me suis ensuite plongée dans une lecture plus joyeuse, c'est le tome 2 de Les Demoiselles de Spindle Cove, une romance historique écrite par Tessa Dare et sortie aux éditions J'ai lu. J'ai eu l'occasion de lire le premier tome, il me semble que c'était l'année dernière, j'avais trouvé le récit assez moyen, c'était gentil mais ça m'avait pas non plus passionné, mais comme j'avais aussi le tome 2 en ma possession, je me suis dit que j'allais le lire pour avoir un avis plus global quand même sur la série qui comporte je crois 4 ou 5 tomes en tout. Souvent voilà, les romances historiques ce ne sont pas des séries à rallonge. J'ai beaucoup plus apprécié cette romance par rapport à la précédente. Je lui ai d'ailleurs mis la note de 4 sur 5, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai été emballée. En fait, on est à Spindle Cove, qui est une petite station balnéaire où il y a un pensionnat qui recueille les jeunes filles à problème. Donc à problème de santé, à problème de réputation. Et parmi ces jeunes filles, parmi ces pensionnaires, il y a Minerva, donc l'héroïne de ce tome 2, qui vient d'une bonne famille et qui est là avec ses 2 sœurs. Et en fait, elle s'est mise dans la tête que sa sœur aînée était courtisée par Lord Payne, un débauché notoire, qui aurait des vues sur elle et qui souhaiterait l'épouser. Du coup, Minerva, qui ne l'entend pas du tout de cette oreille, va se rendre chez Lord Payne en pleine nuit et va lui proposer de noircir sa réputation à elle dans le but de sauver celle de sa sœur. Voilà, donc ils vont passer ensemble un marché. Et je ne vous en dirai pas plus, mais en tout cas ça a été vraiment une lecture ultra satisfaisante. Déjà, c'est pas la première romance historique que j'ai l'occasion de lire où le personnage principal est une scientifique. Alors je crois que le précédent c'était une littéraire, mais peu importe, vous voyez, quelqu'un de cultivé, quelqu'un qui est très intelligente et qui n'est pas simplement un peu ingénu, un peu romantique, etc. comme c'est souvent le cas. Bref. Mais j'aime beaucoup cette figure d'héroïne là, avec ses petites lunettes, son air très sérieux. Et on a de l'autre côté Lord Payne, donc lui en l'occurrence c'est un coureur de jupons. J'ai adoré leur rapprochement, j'ai aussi beaucoup aimé que l'intrigue ne se passe pas à Spindle Cove mais que nos 2 personnages voyagent beaucoup dans ce livre. Ça amène de joyeux rebondissements de situations et franchement je me suis beaucoup amusée en lisant ce livre. C'est vraiment une romance historique comme je les aime. Et alors le dernier livre dont je vous parle dans cette vidéo, c'est Le premier jour du reste de ma vie, sorti aux éditions Le Livre de Poche. Et c'est mon tout premier Virginie Grimaldi, il me semble également que c'est son tout premier roman à elle. Et j'ai eu l'occasion de lire à plusieurs reprises que c'était loin d'être son meilleur. J'ai envie de dire tant mieux parce que même si j'ai trouvé ce roman sympathique, je ne l'ai pas trouvé transcendant non plus, et si j'avais lu partout que c'était son roman le plus abouti, le plus extraordinaire, j'en passe et des meilleurs, ça m'aurait pas donné forcément envie d'acquérir les suivants. Que là, de savoir que au fil du temps, eh bien, elle monte comme ça en puissance, je me dis,
là, d'accord. J'ai mis à ce livre la note de 3 sur 5, c'était gentillet, mais c'était surtout bourré de clichés, un peu, voilà, le trait était un petit peu trop gros, un petit peu trop caricatural pour que ça me plaise vraiment. Pour vous résumer cette histoire, on va suivre Marie qui vient de quitter son mari et elle a décidé de marquer le début de sa nouvelle vie par faire une croisière, et une croisière un peu originale puisque c'est une croisière qui s'adresse exclusivement aux personnes qui sont seules, qui sont célibataires ou quoi et qui souhaitent le rester un petit moment. Donc elle va se lier d'amitié pendant cette croisière à deux autres femmes qui sont un peu dans la même situation qu'elle, bien qu'elles vivent des choses différentes, mais dans le sens où elles sont aussi à la croisée des chemins. Donc elles vont devenir vraiment très proches, elles vont devenir amies, elles vont devenir confidentes, elles vont se raconter leur vie respective. Donc même si notre personnage principal c'est Marie, et ben on va quand même apprendre à vraiment à connaître ces deux autres femmes qui sont différentes mais intéressantes, bien que l'une d'elles, la plus jeune, mais exaspérée au plus haut point, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement grossière. Elle est très nature, mais alors elle a un langage ordurier. Moi je ne supporte pas Enfin je vous l'ai dit il n'y a pas si longtemps, mais je supporte pas de lire du langage ordurier lorsque je lis un livre. Quand je lis ce genre de choses dans les romans, moi ça me rend folle. Je me dis non, je lis pas des livres pour lire des gros mots quoi, ça m'intéresse pas. Donc à chaque fois que je lisais des interventions de ce personnage là, ça m'horripilait. Il n'y a pas eu grand chose de surprenant dans cette histoire non plus, dans le sens où je m'attendais quasiment à tous les rebondissements, mais il n'empêche que c'était une lecture dynamique, que ça s'est lu vraiment très bien, parce que ça se lit vite, parce que c'est assez drôle, c'est fluide, on a toujours envie de savoir ce qui va se passer d'autre. Je demandais à ce livre de pouvoir me divertir, et il fallait pas lui en demander plus, et c'est d'ailleurs voilà, c'est ce qui s'est passé, j'ai été pleinement divertie. C'est ce qui lui vaut la note de 3 sur 5. C'est donc avec ce livre que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir donné des envies de lecture peut-être. N'hésitez pas en tout cas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés et surtout ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!